Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. C'est une menace de grève qui pèse considérablement sur le secteur du transport terrestre au Cameroun. Les principaux acteurs dénoncent la mainmise sur la gestion du fret terrestre. Ils étaient chez le ministre de tutelle à Yaoundé. Contentieux des listes électorales pour les municipales du 30 septembre annoncées au Cameroun. La chambre administrative de la Cour suprême vient de rendre copie. Les rideaux sont donc tombés sur l'audience contentieuse. Le point avec notre reporter dans ce journal. Au sujet de l'attaque du poste frontière à l'est du Cameroun par des Centrafricains dans ce journal, nous allons suivre les réactions des gouvernements camerounais et centrafricains. Retour sur l'enseignement privé laïque au Cameroun, la problématique des établissements scolaires clandestins notamment, c'est avec le secrétaire national à l'éducation dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. De la politique à l'ouverture de la première partie de cette édition, l'audience contentieuse vient de s'achever à la chambre administrative de la Cour suprême, 4 jours après le début de l'examen des recours introduits par les différentes formations politiques. Notons que c'est au total plus de 60 requêtes qui ont été examinées, beaucoup de rejets, beaucoup de désistements également. Quelques requêtes retenues. Le point, c'est avec notre reporter que nous allons joindre à Yaoundé. Marcelin Gangsop, bonsoir. Bonsoir Marcelin Gangsop. Voilà. On rappelle que l'audience contentieuse vient de s'achever à Yaoundé, la chambre administrative de la Cour suprême qui examinait les différents recours introduits par des formations politiques pour les municipales annoncées le 30 septembre de cette année au Cameroun. S'est achevé ce jour. 4 jours après le début de l'examen de ces recours, nous allons faire le point avec Marcelin Gangsop, notre reporter. Bonsoir Marcelin Gangsop. Vous nous écoutez, Marcelin Gangsop, bonsoir. Nous allons revenir un peu plus tard sur ce cap de Marcelin Gangsop. L'audience contentieuse s'est donc achevée à la chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Cette audience n'a pas fait que d'heureux, mais beaucoup de mécontents, au rang desquels on peut compter l'honorable Jean-Jacques Ekindji, député coordonnateur du mouvement progressiste, qui dénonce la décision de rejet de son recours par la chambre administrative de la Cour suprême. Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée cet après-midi à Douala, il dit sa consternation et son traumatisme face à l'attitude du juge administratif qui n'a pas accédé à la demande de réhabiliter sa liste municipale de Douala 4e rejetée par Elections Cameroun au motif qu'elle était incomplète entre autres. Pour Jean-Jacques Ekindji, l'audience contentieuse s'est déroulée aux antipodes, je cite, de la majesté qu'inspirent les cours suprêmes, fin de citation. Pour le député du mouvement progressiste, il ne s'agissait même pas d'une parodie de justice, mais de moins que cela. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Jacques Ekindji au micro d'Equinox Télévision. La Cour suprême n'a pas voulu réhabiliter cette liste, alors que nous sommes convaincus que les arguments que nous avions étaient des arguments auxquels ils n'ont d'ailleurs pas répondu, mais ils ont maintenu la décision d'enlever notre liste. Bon, nous prenons acte, mais nous essaierons de conduire un combat pour la modification de la loi ou à tout le moins la modification de la jurisprudence. Parce que la jurisprudence prise par la Cour suprême, la Chambre administrative, est une mauvaise jurisprudence. Et l'ECAM, de très loin, n'est pas indépendant. L'ECAM n'est pas indépendant. Le simple fait que les rejets de listes sur les listes communes atteignent 14,5% et les rejets de listes sur les listes du RDPC atteignent 0,3%, alors que le RDPC, c'est le parti qui a le plus grand nombre de listes, atteste qu'il y a là quelque chose d'inégal.
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Exécution du budget d'investissement public pour l'exercice en cours, c'est au ralenti. L'insuffisance dans la maturation des projets, la faible appropriation de la réforme budgétaire sont entre autres causes. Le gouvernement camerounais vient de réunir à Yaoundé les différents acteurs pour trouver des remèdes à la sous-consommation du budget. Des détails dans ce reportage de Sal John et Marcelin Gangsop. Lève un niveau d'exécution du budget 2013 anormalement bas, soit un taux d'exécution de 34% en termes d'engagement et 22% en matière de liquidation. C'est très en deçà du taux enregistré en 2012, qui lui-même se situait à des années-lumière des attentes du gouvernement. Un gouvernement qui est pourtant conscient de ce qui fait problème. En février 2013, les premiers marchés étaient censés être lancés, le premier dossier d'appel d'offres. Mais en réalité, ce n'est qu'en avril que les premiers marchés ont été passés. Vous voyez bien qu'il y a 4 mois qui sont écoulés. Et si vous ratez, bien évidemment, la première étape, c'est-à-dire le lancement du dossier d'appel d'offres, mécaniquement, vous bousculez toutes les autres dates. Ce ne sont pas moins de 8 membres du gouvernement qui étaient au chevet de ce malade que représente la sous-consommation du budget. Il est question de redresser la tendance actuelle qui ne fait pas du tout rêver pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons un budget qui démarre en janvier au Cameroun. En janvier, c'est la saison sèche. Lorsque la pluie commence un peu en avril, on ne peut pas faire les travaux de génie civil. C'est pour ça que je dis, lorsque nous mettons en place les outils pour développer le Cameroun, il faut qu'on intègre d'abord la zone dans laquelle nous travaillons. Ça veut dire que la période où on doit travailler ne plus être la période où on a les procédures à remplir. Parce que lorsqu'on aura fini les procédures, la saison ne sera pas bonne pour travailler. À cause de la sous-consommation du budget d'investissement public, la croissance économique prend du plomb dans l'aile. Résultat des courses, il y a moins d'écoles, de routes, de logements sociaux, de ponts, d'hôpitaux et d'autres infrastructures sociales de base. Le ministère de l'économie a bien fait de réunir les principaux acteurs au chevet du malade. Reste à espérer que la thérapie prescrite donnera les résultats escomptés, au risque de tourner en rond. Et le ministre camerounais en charge des marchés publics indexe plutôt les maîtres d'ouvrage. Pour Abassadou, la réalisation d'un projet obéit à une planification rigoureuse. Je vous propose de l'écouter au micro d'Equinox Télévision. Ce code-là, dans l'une de ses dispositions, demande que le début de l'année budgétaire en termes d'exécution des marchés, et bien sûr de cette activité de passation de marché commence par la programmation, autrement dit l'établissement d'un plan de passation des marchés publics. Ce plan de passation des marchés publics a pour raison d'être d'abord le recensement par maître d'ouvrage de l'ensemble des marchés qu'il veut passer au cours d'une année X. Très bien. Après avoir recensé, dénombré le nombre de marchés à passer, il faut établir un calendrier de passation de chacun de ces marchés. Ce calendrier prévoit à telle date, le lancement de l'appel d'offres va être assuré. À telle autre date, après avoir reçu les offres, l'attribution du marché concerné va être assurée. À telle autre date, le projet de marché va être examiné et signé. À telle autre date, l'exécution de ce marché va commencer. À telle autre date, la réception de ce marché va être assurée. Vous voyez bien, cet étalement-là, il est conséquent, il est cohérent. Et si vous ratez, bien évidemment, la première étape, c'est-à-dire le lancement du dossier d'appel d'offres, mécaniquement, vous bousculez toutes les autres dates. Au sujet de l'attaque du poste frontière à Toktoyo dans la région de l'Est du Cameroun, notons que le gouvernement centrafricain réagit. Dans un entretien accordé à Equinox Télévision, Idriss Salao, qui est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République centrafricaine, affirme que l'auteur du meurtre de Dalé Ngando, l'officier de police camerounais au poste frontière, a été mis aux arrêts. Il sera traduit en justice. Idriss Salao affirme par ailleurs que le mis en cause n'est pas identifié comme membre de l'ex-rébellion Séléka. Je vous propose de le suivre dans cet entretien qu'il a eu avec Hippolyte Zangao. Voisin. Bonne
nous avons appris avec conservation ce qui s'est passé. Après coup, après vérification faite, en fait, il ne s'agit pas des éléments de la CEDECA ou des éléments de forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'un bandit de grand chemin qui sont allés commettre des forfaits. Et dès que le forfait a été connu, le chef de l'État, le centrafricain, le chef de l'État, a donné des instructions fermes pour que les auteurs forfaits soient recherchés et arrêtés. Et là, je vous parle depuis hier, ils ont été arrêtés et au niveau de la frontière là-bas, et ils sont en train d'être remontés sur Bangui pour que justice soit rendue. Et nous avons immédiatement saisi le Cameroun pour informer de cela et que parmi les grands chemins la loi va s'appliquer dans toute son intégralité et dans la rigueur. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais ces différentes dérives font penser à plusieurs observateurs que le régime Jotoja ne maîtrise pas ces rebelles Séléka. Non, je pense pas que je veux vous dire que ces gens qui ont commis des forfaits ne sont pas connus, ne font pas partie du groupe des Séléka. Vous savez, notre pays a connu à travers un moment difficile. Il y a des gens par-ci par-là qui circulent avec des armes. Et c'est pour cette raison justement qu'au niveau de Bangui, la capitale, il y a une campagne de désarmement qui a commencé avec l'appui de la force de la FRAC, dans laquelle se trouvent les forces camerounaises. Et puis cette action de désarmement va continuer dans l'arrêt pays. Et donc, dès que la nouvelle a été su, comme je viens de vous le dire, le président de la République a donné des instructions. Et justement, les forces de qui sont installées au niveau de Diabois, qui est donc la zone territoriale compétente de là où il y a eu l'incident, sont allés et puis ils ont pu arrêter donc ces individus qui ont commis ce forfait. Et suite à ça, justice sera rendue. Ce qui s'est passé, même si ce n'est pas de Sénégal, puisque les gens sont partis de Centrafrique pour commettre ce forfait, nous le dénonçons. Nous regrettons ce qui s'est passé, mais que justice sera rendue. Idriss Alao, mais n'empêche que le gouvernement camerounais a décidé de fermer ses frontières avec la République centrafricaine. Comment réagissez-vous à cela? Non, nous comprenons très bien la réaction du gouvernement camerounais à chaud. C'est une réaction de souveraineté, c'est une réaction qui est synonyme simplement. Nous ne pensons pas que les relations entre la RCA et le Cameroun, nous n'acceptons pas que des bandits puissent venir mettre à mal les relations de bon voisinage, les relations séculaires qu'il y a entre le peuple camerounais et le peuple centrafricain. Et c'est pour cette raison justement que le chef d'État a réagi immédiatement et les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur ces bandits et puis que la loi va s'appliquer. Mais en interne, en République centrafricaine, qu'est-ce qui est en train d'être fait maintenant pour amener la paix, le calme et la sécurité? Je n'ai pas compris. Je disais, après que vous ayez réagi sur la fermeture des frontières camerounaises par le gouvernement camerounais, sur le plan interne en République centrafricaine, comment travaille le gouvernement pour essayer de maîtriser tous ceux-là qui sont présentés aujourd'hui comme étant des rebelles de la Séléka? Oui, c'est très social de vous dire que nous sommes en train de travailler avec l'appui de la communauté internationale, notamment l'appui de la FOMAC au niveau de Bangui, avec l'appui du contingent français qui est au niveau de Bangui pour essayer de mettre de nuire les événements incontournables de la Séléka. Ensuite, vous vous souvenez également que le mois dernier, au niveau de Addis Abeba, l'Union africaine. Voilà, c'est une interview accordée par Idriss Salao, qui est le
directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République centrafricaine à Sylvestre Hippolyte Zangaou. Dans cette interview, on peut retenir que le gouvernement centrafricain dit avoir mis aux arrêts le suspect et que ce suspect ne serait pas membre de l'ex-coalition Seleka, toute hypothèse rejetée par les autorités administratives locales à l'est du pays, qui déclarent bel et bien que ces assaillants portaient des badges qui les identifiaient à des militaires centrafricains. On note donc que côté camerounais, Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie ce jour pour affirmer que ces attaques ne peuvent pas être considérées comme un incident diplomatique entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le ministre camerounais de la Communication ajoute que les relations bilatérales entre les deux pays sont au beau fixe. Le Cameroun et la Centrafrique travaillent main dans la main pour limiter autant de dérives, a-t-il ajouté. On note quand même que sur le corridor Douala-Bangui, des transporteurs s'insurgent contre la fermeture de la frontière avec la République centrafricaine à l'est du pays. Une fermeture décidée, faut-il le rappeler, hier par le gouvernement camerounais après l'attaque du poste frontière qui a coûté la vie à un policier camerounais. Ces transporteurs réagissent dans ce reportage de Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Nous sommes à Yassa, à la pénétrante est de la ville de Douala. Lieu de départ des usagers du corridor Douala-Bangui. Ici, les gros porteurs sont stationnés. On a fermé la frontière, les gens sont en train de souffrir au niveau des Karamboula, on attend. Vraiment, ça dérange tellement, plus que maintenant là, il y a les camions qui sont bloqués au pont Basquille, qui devaient arriver à Karamboula et traverser. Et maintenant, ils sont obligés de rester au pont Basquille jusqu'à nouvel ordre. En effet, la fermeture de la frontière Cameroun-Centrafrique par le gouverneur de la région de l'Est Cameroun fait suite à l'assassinat d'un policier camerounais par les rebelles Seleka. Et depuis lors, les transporteurs broient du noir. Quand c'est fermé, ça nous dérange. Parce que nous, on ne peut pas souffler. On est obligé d'attendre. La frontière est déjà fermée, on souffre, on ne sait pas c'est quand que ça va ouvrir. Mais on est là, tout ça ne marche pas. Par ailleurs, le quotidien de ces derniers en terre centrafricaine n'est pas un long fleuve tranquille. Moi j'étais à Centrafrique. Le moment que j'étais à Centrafrique, en mangeant comme ça, là, il y a le policier qui maintient debout. Que j'ai fini de manger, on m'arrête. Un minuteur qui te dit il va viser le laisser-passer, qui te demande 3 000, 4 000 francs par barrière. Et il demande le carburant, 10 litres, 20 litres. Les mêmes rebelles là, ce sont eux qu'on dit l'armée centrafricaine aujourd'hui. Vous venez là, vous attendez pour que vous passiez. Ça ne vaut pas la peine. L'argent qu'on vous donne même, ça ne suffit pas. Laissez-les qu'à là, on prend l'argent, on prend le carburant. Ça ne vaut pas la peine, mon frère. Ce stationnement involontaire au lieu d'Yassa Douala ne va pas sans conséquence. Puisqu'actuellement, là, nous souffrons tellement, c'est grave. On est là, on souffre seulement, les patrons ne nous donnent rien. Les chauffeurs de ces poids lourds souhaitent que la situation soit rétablie au plus vite afin que le trafic reprenne de plus belle à la frontière Cameroun-République centrafricaine dans la région de l'Est. Voilà. Les transporteurs sont fâchés, mais pour une autre cause. Ils étaient chez le ministre camerounais des Transports, Robert Nkili. Ces acteurs dénoncent la mainmise sur la gestion du fret terrestre, une situation qui dure selon eux depuis une vingtaine d'années. Ils menacent de faire grève si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro d'Equinox Télévision. Il y a 10 ou 12 ans, on payait des commis. Douala Comé, 4 millions. Et aujourd'hui, que le carburant est augmenté, on paye, tout est augmenté. On paye maintenant 2 millions. Ça veut dire qu'il y a problème. Et ça devant tout le monde. Parce que les gens qui sont là, ce sont des gens qui pensent qu'à eux. Ils ne passent pas aux Camerounais. Il s'agit du monopole absolu au sein du BGFT, qui est le bureau de fret au Cameroun, depuis 17 ans, monopolisé par un seul syndicat SNTRC. Aujourd'hui, le ministre des Transports nous a réunis dans la salle. Avec les documents qu'il a, un comité est mis en place où nous devons débattre pour maintenant sortir une nouvelle structure. Si ces propositions n'ont pas abouti, nous reprenons notre bâton, n'est-ce pas, de grève, mais cette fois-ci avec les transporteurs tchadiens, centrafricains et de Douala à Koussiri. Nous ne sommes pas des maquisards, nous ne sommes pas des Boko Haram. Nous sommes des transporteurs, nous aimons notre métier, nous aimons notre pays. Mais quand l'enfant ne pleure pas, la mère ne porte pas.
Nous restons dans le secteur pour mentionner que les syndicats du transport terrestre accusent le ministre des Transports d'être à l'origine du mauvais climat qui règne entre les syndicats au Cameroun. Les infortunés crient au complot. Des détails dans ce reportage de Yannick Mbazwa. Cette image, source de moult commentaires, met à nu le mauvais climat qui règne entre les syndicats au Cameroun. On arrive à prendre quelqu'un qui ne représente rien, aucun syndicat. Nous qui sommes là, les présidents nationaux, on trouve un individu qu'on a coopté comme ça pour venir parler en notre nom. La solidarité y était, nous avons manifesté pour dire non. Les revendications syndicales doivent partir des leaders syndicaux qui maîtrisent la manière. Même si au ministère des Transports, on continue de prôner le dialogue social. Chaque secteur a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, et surtout, chaque secteur a fait des propositions. Nous allons continuer dans cette forme de dialogue. Nous pensons que nous allons réussir, parce que nous sommes condamnés à réussir. Merci beaucoup. Il n'en demeure pas moins que la chaîne d'échange entre le gouvernement et les différents groupes syndicaux reste rouillée. Il n'y a pas de délégué de personnel dans les entreprises de transport, c'est pour ça qu'il y a des accidents. Parce que ceux qui sont appelés à parler pour les chauffeurs sont plutôt les chefs d'agence qui sont les porte-parole des patrons. Or, il fallait un chauffeur comme délégué du personnel pour, connaissant le métier, pour essayer de réguler le transport des personnes et des passagers. Tant qu'on va continuer à penser que les syndicats sont périphériques au transport, nous allons fermer notre bouche et le dialogue social va continuer. Une rouille qui ne pourra disparaître tant qu'un dialogue franc entre les différentes parties prenantes du transport terrestre ne sera pas mis sur pied. Et voici des chiffres assez évocateurs. Le Cameroun dépense environ 100 milliards de francs CFA chaque année pour importer du poisson. Selon les acteurs du secteur des pêches, la situation est due à l'inefficacité des politiques et des mesures adoptées par les pouvoirs publics pour booster l'industrie des pêches au Cameroun. Des observations jugées sévères par le ministre camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le docteur Taïga était en visite de travail ce jour dans la ville de Douala. Une visite qu'ont couvert Jean-Johnny Mpek et Sylvestre Hippolyte Zangao. L'industrie des pêches au Cameroun dépend à près de 80% de l'extérieur. Une situation qui entraîne d'énormes dépenses par an pour l'importation du poisson, soit un peu plus de 100 milliards de francs CFA que débourse le Cameroun chaque année pour ravitailler le marché local. Les acteurs du secteur affirment que cela est dû à la lenteur des pouvoirs publics dans l'application des mesures visant à rendre le marché local moins dépendant. Les politiques adoptées pour encourager l'activité piscicole démontrent peu d'efficacité, soutiennent également ces acteurs du secteur des pêches au Cameroun. Des observations pas du tout partagées par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, qui affirme qu'il y a des améliorations. Depuis 1 an et demi, il y a une baisse d'importation du poisson. Nous sommes passés pratiquement de 150 000 tonnes, de 170 000 tonnes à près de 100 à 140 000 tonnes. Cette baisse importante a permis au Cameroun de conserver des ressources importantes. Et cette baisse, cette tendance va continuer. Elle va continuer avec l'implication. Et nous appelons donc les jeunes à s'intéresser à la pêche. L'industrie de la pêche au Cameroun souffre aussi de la présence de la pêche illégale. Il y a plusieurs mesures qui sont en cours. La première mesure, c'est que, si vous le voyez, le ministère de l'élevage a mis en place une brigade nationale de contrôle des activités de pêche. Et des actions sont en cours. Il y a eu des saisies. Selon des chiffres officiels, 7 ménages sur 10 consomment du poisson sous diverses formes par jour au Cameroun. À l'éducation, c'est une annonce. Plus de frais de travaux dirigés dans les établissements scolaires du secteur privé laïque. Le secrétaire régional à l'éducation pour cet ordre d'enseignement dans la région du littoral informel, c'était à la faveur de l'Assemblée générale des fondateurs d'établissements privés laïques qui s'est tenue ce jour dans la ville de Douala, Sive Boulé et Julingué. Le patron de l'éducation privée a été clair. Barthélemy Basson invite les parents d'élèves à ne pas débourser les sommes supplémentaires pour les travaux dirigés. Déjà qu'il faut éviter des transactions avec les principaux sous quelque forme que ce soit. Il faut éviter des transactions avec des établissements clandestins et il faut
faire un effort pour se conformer à l'administration de la CNPS et des impôts et également aux recommandations qui nous sont données par le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires. On le voit bien, les frais des travaux dirigés étaient donc perçus de manière abusive par les établissements. Face à de nombreux remous enregistrés au cours de l'année scolaire qui s'est achevée, les autorités signent la fin de la récréation. Les fondateurs ont déjà travaillé profondément sur ce point et en 2013-2014, il va se conjuguer à l'imparfait. Dans la circulaire du délégué régional du ministère des Enseignements secondaires, il est mentionné que les travaux dirigés doivent être dispensés dans des intervalles bien précis. Et les TD, de par les tests ministériels, qui prévoient prochainement 30 minutes avant, chaque matin, 30 minutes sont réservées pour faire les TD. Je me dis que ça permet d'évaluer les élèves dans les classes d'examen. La question de la nécessité ou non des travaux dirigés dans les établissements privés laïcs continue de diviser les opinions. Alors parler des travaux dirigés, moi je dirais franchement c'est de l'arnaque. Ça permet à l'enseignant d'évaluer les élèves et de savoir effectivement le niveau réel de ces élèves. Et puis, selon la circulaire numéro 2359/13 du ministère de l'Enseignement secondaire portant optimisation des performances scolaires des élèves, il est mentionné que les séances obligatoires des travaux dirigés dans les classes d'examen doivent être organisées tous les matins avant l'heure réglementaire du début des cours. Ces travaux dirigés qui ne sont qu'une suite logique de la transmission des connaissances ne sont aucunement payants. Image d'accident dans ce journal, plus de peur que de mal après cet accident qui s'est produit au lieu-dit Carrefour Agip dans la ville de Douala. C'est la chute d'un conteneur de 40 pieds qui a provoqué une grosse frayeur chez les riverains. Des détails avec Viviane Kamwa. Plus de peur que de mal pour les habitants du Carrefour Agip, lieu-dit entrée SDP. Les riverains se sont réveillés avec cette image. Une situation qui aurait pu tourner au drame. Imaginez que si les enfants étaient partout à monter, à descendre, ou bien des enfants du quartier, on aurait déjà eu des morts et je ne sais pas ce qu'on serait en train de faire à cette heure bien précise. Selon des témoignages, le mauvais état de la route et les manœuvres effectuées par le chauffeur ont conduit à la chute du conteneur. Une thèse renchérie par des riverains qui évoquent l'absence de crochet de sécurité. Ils poursuivent, arguant que cet incident n'est pas un fait isolé. Nous avons déjà un problème dans ce quartier avec ce problème de conteneur. Regardez vous-même la route pour laquelle le conteneur entre dans le quartier. Il y a des heures tardives. Nous avons déjà assez décrié ce problème, mais nous n'avons pas été écoutés. Les regards restent donc tournés vers les pouvoirs publics afin que le respect des mesures de sécurité soit effectif. Actualité au-delà de nos frontières en quelques escales. D'abord en Égypte où les frères musulmans ont appelé à manifester aujourd'hui au Caire. Et c'est dans ce contexte que Hosni Moubarak pourrait être libéré. L'ancien Ras devrait sortir de prison aujourd'hui pour rejoindre une résidence surveillée. Et reste poursuivi pour meurtre et corruption. Son procès doit reprendre dimanche prochain. Et en Syrie, l'armée a de nouveau bombardé ce matin les faubourgs de Damas et les zones sous contrôle de la rébellion. Notons que c'est dans ce même secteur que des attaques ont fait de nombreuses victimes hier. Des attaques à l'arme chimique selon l'opposition syrienne, ce que demande le régime de Bachar al-Assad. Des détails dans ce reportage. Cela fait plus de 24 heures que l'attaque à l'arme chimique présumée a eu lieu, faisant selon l'opposition syrienne plus de 1300 morts dans la banlieue est de Damas. Et 24 heures plus tard, rien ou presque. Devant le siège des Nations Unies à New York, où le Conseil de sécurité s'est réuni hier en urgence, des manifestants syriens dénoncent le massacre, mais la communauté internationale reste impuissante. L'ONU demande que la lumière soit faite de manière presque administrative. Le secrétaire général réaffirme sa détermination à mener une enquête approfondie sur les faits présumés portés à sa connaissance par des États membres. À l'exception notable de la Russie et de la Chine, indéfectibles alliés de Bachar al-Assad, la majorité des États demandent que les experts de la mission d'enquête de l'ONU, présents à Damas, puissent se rendre sur place le plus rapidement possible. Seulement, ils n'en ont pas le mandat et leur accès sur le terrain est impossible. Les troupes gouvernementales continuent en effet à pilonner aujourd'hui sans relâche les faubourgs de Damas
contrôlés par les rebelles, y compris le quartier qui aurait été la ciblière de l'attaque chimique. Dans ce contexte d'immobilisme, la France donne de la voix. Oui, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, parce oui. que ça c'est impossible. C'est impossible. Bon, mais une réaction non seulement bien sûr de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. En attendant cette réaction, l'aviation et l'artillerie poursuivent leur travail de sape dans les banlieues de la capitale. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes sont mortes en Syrie depuis mars 2011. Et pour refermer la première partie de ce journal, coup d'envoi ce matin en Chine du procès du Tigre Rouge. Bousselay, l'ancienne étoile montante du parti communiste chinois, est jugé pour corruption, pot de vin et abus de pouvoir. À 64 ans, il comparaît devant les tribunaux et ce matin, il s'est déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés. Reportage. Encadré par 2 policiers, habillé d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, Bochilai est apparu amaigri et fatigué. « J'espère que je serai jugé avec raison et équité », aurait-il déclaré à la cour, avant que le procureur ne détaille l'acte d'accusation. Corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir, des faits qui couvrent une douzaine d'années et pour lesquels l'ancien ministre du Commerce et étoile montante du Parti communiste encourt la peine de mort. Un procès extrêmement sensible et étroitement contrôlé par les autorités, son compte-rendu uniquement accessible via un blog diffusé par la Cour pénale. Selon ce site, Bochilai n'aurait soulevé aucune objection aux accusations, hormis celle des pots de vin, plus de 2 millions d'euros qu'il nie avoir reçus. À l'extérieur du tribunal, certains de ses partisans sont là pour le soutenir. On est juste venu voir si cette affaire sera entendue de façon impartiale par une cour de justice, s'ils vont examiner l'affaire Bousselay de façon juste et équitable. Bousselay était un membre du Politburo, c'était un haut responsable. Si son propre cas n'est pas jugé équitablement, alors ça veut dire que nous autres pauvres gens, des couches populaires de la société, on n'a aucun recours. Inculpé pour corruption, l'ancien maître de la riche ville de Chongqing est aussi accusé d'entrave à la justice dans une affaire de meurtre commis par son épouse, déjà condamnée à la prison à perpétuité. Crime crapuleux ou complot politique, certains n'écartent pas les soupçons d'une purge sur fond de succession au sommet de l'État. Que vont-ils prouver? Quel sera le jugement de la Cour? Aujourd'hui, le Chinois moyen ne connaît vraiment pas les faits. Les dirigeants disent que c'était un responsable corrompu. Mais qu'y a-t-il d'autre? Qui sait ce qu'il y a d'autre à savoir? Et puis, il y a le problème de la ligne du parti. Il y a le problème du responsable politique que vous suivez, n'est-ce pas? Vous devez obéir aux dirigeants du comité central, et même là, il y a encore des problèmes. La durée du procès n'a pas été précisée officiellement, mais pourrait bien ne durer qu'1 jour ou 2. En Chine, les tribunaux opèrent sous le contrôle direct du Parti communiste. Et pour beaucoup, le sort de Bochilai, défendu par un avocat commis d'office, serait déjà scellé. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat comme annoncé à l'entame de cette édition de l'éducation scolaire. Dans la seconde partie de cette édition, avec nous ce soir, Barthélémy Basson, qui est le secrétaire régional à l'éducation de l'enseignement privé laïque pour le littoral. Merci d'avoir accepté ce plateau. Bonsoir. Bonsoir M. Mao, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Les fondateurs d'établissements scolaires du secteur privé laïque étaient en conclave ce jour dans la ville de Douala dans le cadre de leur assemblée générale, une assemblée qui a accouché d'une annonce qui en fait n'est pas inédite parce qu'elle vient réaffirmer aujourd'hui les prescriptions du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, plus de frais pour les travaux dirigés. Et oui, vous considérez cela à votre niveau comme une annonce révolutionnaire dans votre contexte? Au lendemain des événements qui ont vu la descente dans la rue des élèves du collège Bao, Yengue, Maro, IST et tout, les fondateurs se sont réunis et ont décidé de mettre un terme à cette pratique que nous considérons comme illégale. Ça veut dire que désormais, dès la rentrée prochaine, on ne déboursera plus aucun sou pour les travaux dirigés. Écoutez, soyons clairs, t'aider en tant que la continuité logique d'un enseignement préparé et dispensé par un enseignant d'accord,
Mais cette nouvelle forme que l'on nous présente aujourd'hui, qui consiste à dispenser des cours, parfois en dehors de l'enceinte de l'établissement, ou à des heures d'ouverture, non, et pour lesquelles on demande des sommes faramineuses aux élèves, nous disons non à cela. Est-ce que votre annonce, alors votre réaction n'arrive pas assez tardivement? Nous ne pensons pas, elle arrive à point, puisque le phénomène commençait déjà à prendre de l'ampleur, et aujourd'hui, le délégué régional a tiré la sonnette d'alarme. Alors tant pis pour ceux qui ne se conformeront pas, ils seront tout simplement censurés. Alors est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un discours? Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à cette extrême pourriture? Vous, en tant que secrétaire à l'éducation pour cet ordre d'enseignement dans la région du littoral, comment est-ce que de telles pratiques vous ont échappé? Oui, le secrétaire à l'éducation n'est pas un esprit pour être... Ce n'est pas un régulateur, vous n'avez pas, vous n'opérez pas un contrôle assez systématique sur le fonctionnement de ces établissements scolaires. Nous le ferons, nous le faisons justement, mais cette nouvelle forme de TD, elle a été introduite dans certains établissements par des enseignants qui veulent se faire de l'argent sur le dos des fondateurs. Par exemple, on dit aux fondateurs, écoutez, vous allez percevoir la somme de 15 000 francs par élève et vous nous reversez 10 000 francs pour des cours que nous allons dispenser dans une structure parallèle à la vôtre. Alors là, ça ne marche plus. Mais c'est une complicité entre les promoteurs d'établissements scolaires et ces enseignants. Complicité, non. Vous voyez, le fondateur, dans la plupart des cas, n'est pas un enseignant. C'est un opérateur économique qui a investi dans le secteur de l'éducation. Et le principal ou le directeur d'école est ici son guide. D'autres les suivent bêtement. Barthélémy Basson, est-ce qu'il suffit tout simplement de dire ils seront sanctionnés? Est-ce que jusqu'ici, vous, dans votre assemblée, vous avez préconisé un certain nombre de sanctions auxquelles seront exposés les contrevenants, ou alors on se rendra tout simplement à l'application du droit répressif? La sanction ira du simple blâme au retrait de l'autorisation de l'établissement concerné. Alors, peut-être nous allons parler d'autre chose. Quelle est l'évaluation que vous faites aujourd'hui, à quelques jours seulement, de la reprise des cours, de la reprise du chemin de l'école par des élèves au niveau de ce combat contre les établissements scolaires clandestins dont on a dénombré plusieurs dans votre ordre d'enseignement? Les établissements clandestins, c'est un phénomène récurrent. Ça fait plus d'une décennie que nous combattons ce phénomène qui gangrène notre système éducatif. Nous avons toujours décrié les dangers de cette forme d'éducation parallèle et incontrôlée. Nous voulons dire merci à qui la faute? Mais écoute, la faute ici revient au pouvoir public. Parce que je le dis encore, si aujourd'hui le préfet d'Uvouri décide de mettre un terme à ce phénomène-là, il suffit de déployer les forces de l'ordre. En 48 heures, on en parle. Pour fermer les établissements scolaires clandestins. Oui, c'est ça. Alors, à ce jour, est-ce qu'on en dénombre davantage pour la même période correspondant à l'année passée? Est-ce que vous avez le sentiment au fur et à mesure qu'il y a du succès dans ce combat? Le succès, en vérité, non, puisque le phénomène va grandissant. Madame le ministre de l'Éducation de base, par exemple, a pris des dispositions pour essayer de faciliter l'obtention des autorisations. En 2 années, nous avons eu près de 300 établissements autorisés sur le plan national. Mais nous sommes désolés de constater que les Camerounais se livrent encore à cette activité illégale. Vous voyez? Donc je pense qu'ici, c'est une volonté de l'administration du territoire. Il faut frapper du poing sur la table. Alors, puisque vous dénoncez l'administration publique, est-ce que après ce constat, il n'est pas secourable aujourd'hui nécessaire de développer des mécanismes d'autorégulation?
C'est-à-dire au sein du conclave, du regroupement des promoteurs d'établissements scolaires, essayer de définir des instruments qui pourraient vous amener à opérer un contrôle systématique et à limiter au maximum la clandestinité dans le secteur. C'est un combat qui n'est pas facile parce que vous ne pouvez pas combattre efficacement un ennemi qui est dans votre propre maison. Et ça, il faut le dire ici, ce phénomène va grandissant avec la complicité de certains de nos fondateurs, par exemple. La plupart de ces établissements clandestins présentent les candidats aux examens officiels en candidat libre, mais d'autres passent par les établissements régulièrement autorisés. Vous voyez? Mais ce sont ces fondateurs régulièrement autorisés qui dénoncent la présence dans leur proximité de ces établissements non autorisés. Ils en sont complices, manifestement. Pas complices, mais puisqu'ils dénoncent. Ceux qui ne dénoncent pas, ceux qui prennent, ceux qui recrutent des candidats aux examens qui viennent des établissements scolaires clandestins. C'est ça, c'est donc une forme de complicité que nous condamnons ici vivement. Et vous pensez qu'il faut durcir la répression? Oui. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain, 20h. Bonsoir.